Bonjour et bienvenue sur Médien TV. Cela fait un an depuis l'arrivée au pouvoir de l'actuel président de la transition au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Une transition qui fait face à de nombreux défis, notamment sécuritaires. Comment se poursuit-elle dans le contexte des évolutions que connaît la région sahélienne? On en parle avec notre invité, le professeur Alain Sissao, enseignant-chercheur depuis Ouagadougou. Bonjour à vous, professeur, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, Monsieur Baldé. Alors, cela fait donc un an depuis ce coup d'État qui a conduit donc à l'actuel gouvernement de transition. On ne dira pas que c'était un anniversaire célébré, mais à cette occasion, le capitaine Ibrahim Traoré a fait un entretien dans lequel il a évoqué beaucoup de points, notamment l'organisation d'élections et la situation sécuritaire dans le pays. Que retenir globalement de cette première année de transition et notamment ce qui est revenu dans l'intervention du président de la transition? Très bien, Monsieur Baldé. Effectivement, ça fait déjà un an que le gouvernement du MPSR2 a pris le pouvoir. Et donc, le président Ibrahim Traoré a fait justement à cette occasion un point de presse avec des journalistes burkinabés pour faire en quelque sorte un bilan de cette année de transition. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ressortent de cette interview, notamment la première idée force qui ressort, c'est que le Burkina a décidé de prendre en main son destin, notamment en s'organisant au niveau interne pour non seulement relever les nombreux défis en termes d'organisation de l'armée, en termes d'organisation même de l'administration, et aussi essayer de donner, j'allais dire, la possibilité au Burkinabé d'avoir des initiatives endogènes, notamment en initiant des projets qui peuvent leur permettre de pouvoir transformer ou de créer des micro-entreprises qui vont leur permettre d'avoir non seulement, j'allais dire, des débouchés, et aussi de pouvoir amoindrir l'importation de certaines matières premières que l'on fait et qui crèvent vraiment le budget de l'État et aussi qui contribuent à une certaine paupérisation de la population. Donc, je pense que c'est un message de bilan de cette transition qui a certes beaucoup de défis, mais aussi qui a eu beaucoup d'avancées en termes, en tout cas au niveau du territoire, du maillage du territoire. Il y a une organisation, par exemple, avec le recrutement des BDP, mais aussi avec l'organisation de l'État et aussi avec la diversification des partenaires, parce que face à certaines difficultés que, j'allais dire, le régime a rencontrées, notamment à travers l'importation de certaines armes qui ont été refusées par certains pays occidentaux, il fallait se retourner nécessairement vers des nouveaux partenaires. Et c'est ce que le régime a fait et qui a permis non seulement d'équiper de façon substantielle, j'allais dire l'armée, mais aussi les VDP, les VDP, les volontaires du progrès, qui sont en quelque sorte des civils qui ont décidé de s'enrôler pour pouvoir défendre leur territoire. Donc, je pense que au total, il y a eu des avancées,
Mais il y a encore des défis qui restent à relever. D'accord. Alors, on va justement évoquer tout cela point par point, bien évidemment. Quand on pense au Burkina Faso, quand on évoque le Burkina Faso, on pense d'abord à la stabilisation de la situation sécuritaire, comme c'est le cas dans d'autres pays de la région. Justement, sur le plan sécuritaire, quel bilan faire un an après? Oui, au niveau sécuritaire, je pense que on peut dire que grosso modo, il y a une prise en main de l'armée et des populations pour défendre et reconquérir les territoires qui ont été occupés par les djihadistes. Mais cela se fait progressivement. On peut citer plusieurs opérations qui ont été faites non seulement au niveau de l'Est, dans la région de Fada, qui a permis de ravitailler des populations qui étaient restées pendant très longtemps, plus d'une année sans être ravitaillées, et des zones qui étaient presque inaccessibles. Mais les militaires ont rencontré, bien sûr, de l'opposition. Il y a eu même des attentats qu'ils ont constatés pendant leur progression. Donc, c'est dire que la situation était très profonde. Aussi bien à l'est aussi, au nord, du côté de Gorom, etc., les vecteurs aériens sont sans cesse en mouvement pour faire, en quelque sorte, pour nettoyer les poches d'occupation des zones occupées par les djihadistes. Cela se fait aussi à la frontière de la Côte d'Ivoire, à la frontière avec le Niger, à la frontière avec le Mali. Et donc, je dirais que, grosso modo, un gros travail est fait, mais il y a encore du travail qui reste à faire parce qu'il y a des zones qui sont toujours occupées, mais la volonté est là et le temps a été donné et, en quelque sorte, la prise en main, j'allais dire, de la situation a été faite. Et donc, il y a aussi un engouement de la population qui s'est rallié à l'armée et qui aide aussi l'armée à reconquérir les territoires à travers les BDP, mais aussi les populations. Il faut souligner aussi la grande souscription des Burkinabés qui ont accepté les sacrifices et de consentir des prélèvements, non seulement sur les salaires, mais aussi des taxes qui ont permis de financer l'achat d'armes qui ont été acquis et qui ont été achetés avec les nouveaux partenaires comme la Chine, la Turquie, etc., les autres nouveaux partenaires. Mais il y a aussi, dans cette dynamique, il y a encore, comme l'a dit le président, il y a encore des armes qui vont être acquises. Et je pense que c'est avec ça qu'on peut faire face à cette situation d'occupation de notre territoire et aussi des populations déplacées qui souffrent énormément parce qu'il y a beaucoup, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a beaucoup d'écoles qui sont fermées. L'administration dans certaines régions a été complètement saccagée, les populations ont été chassées de leurs jours. Et donc, ce fut la mesure que tout ça est en train de se rétablir. Et en tout cas, il faut saluer cet effort parce que cette conquête ne va pas sans douleur parce qu'il y a beaucoup de pertes aussi bien au niveau de nos forces de défense, mais surtout du côté des djihadistes qui sont neutralisés au fur et à mesure, de leur occupation. Voilà. Alors, donc, on peut dire grosso modo, oui. En disant que la voie a été tracée et nous sommes sur le chemin, nous sommes sur le bon chemin, mais il y a encore du travail à faire parce qu'il y a encore des zones qui sont occupées, mais au fur et à mesure du renforcement et de l'acquisition des armes vont être faites avec les vecteurs aériens qui opèrent tous les jours dans les poches occupées par les djihadistes. Et puis cela se fait en synchronie avec les trois pays, le Mali, le Burkina et le Niger. On va revenir sur cette collaboration entre les trois États. On va évoquer bien évidemment cela.
Si on reste juste sur les points évoqués par l'actuel président du Faso, il y a aussi l'organisation des élections qui, selon ces termes, n'est pas une priorité par rapport à la situation sécuritaire. Globalement, cette question-là, comment elle est, disons, comment les choses se mettent en place pour pouvoir se diriger vers pour avoir plus de visibilité par rapport à cette question électorale? Oui, effectivement, il y a comment on appelle, il y a une charte de la transition qui a été mise en route avec un délai pour l'organisation des élections. Mais ce problème a été évoqué effectivement par le président, mais il a bien montré que on ne peut organiser les élections que s'il y a la sécurité. Donc, c'est dire que ces échéances qui ont été données ne pourront être effectivement respectées que si on constate que on a pu reconquérir une bonne partie du territoire et que les partis politiques qui vont pouvoir aller sur le terrain pour battre la campagne peuvent être en toute sécurité. Parce que on ne peut pas organiser des élections aussi si une bonne partie du territoire est occupée par les djihadistes et que les partis politiques ne peuvent pas se déployer sur leur terrain, j'allais dire, leur terrain électoraux. Donc, voici un peu la situation. C'est une situation assez difficile, mais je pense que la volonté et le principe d'organiser les élections est un principe acquis, mais je pense que cette évaluation se fera à l'approche des échéances et du délai justement des élections en 2024 pour voir si effectivement le territoire a été, j'allais dire, une bonne partie du territoire a été, j'allais dire, a été éradiquée par l'armée et que les populations se sont réinstallées dans ces zones et que la sécurité est là. Parce que il y a aussi le problème de laisser organiser les élections et que même ceux qui vont aller sur le terrain pour battre campagne ne soient pas en sécurité. Voilà l'argument qu'il a donné en tout cas lors de son interview. Alors, vous l'avez évoqué tout à l'heure, professeur Alain Cissao, c'est cette coopération ou bien même, disons, cette entente entre les trois États que sont le Mali, le Burkina et le Niger dans ce qu'ils ont appelé, donc, qui a été créé, l'Alliance des États du Sahel. Comment, selon vous, cette approche à trois peut-elle faciliter la lutte contre ces groupes armés qui pullulent dans ces pays-là? Je pense que la création de cette alliance est vraiment à saluer. Je pense que, nonobstant la situation sécuritaire qui sévit depuis des années, aussi bien au Mali, au Burkina qu'au Niger. Et je pense que la convergence de vues, aussi bien militaire que politique, permet déjà de pouvoir, j'allais dire, faire des opérations communes et aussi avoir une vision partagée qui puisse permettre une efficacité des opérations sur le terrain. Et donc, je pense que cette alliance, la création de cette alliance est à saluer parce que lorsque on voit dans le passé ce qui se passait, c'est que lorsque dans un pays comme au Mali, les djihadistes sont chassés au Burkina, les Burkinabés ne sont pas informés au niveau des services pour pouvoir prendre des mesures pour parer justement à ce repli-là dans le territoire burkinabé. C'était la même chose qu'au Niger. Alors que maintenant, comme on le constate, il y a des opérations communes en tandem au niveau, j'allais dire, au niveau des vecteurs aériens qui permettent justement de faire des frappes ciblées et chirurgicales dans les zones où les djihadistes sont occupés et aussi bien quand ils se replient au Niger, au Burkina qu'au Mali. Et donc, je pense que ça, c'est déjà une très bonne chose au niveau sécuritaire. Au niveau politique aussi, je pense que la convergence de vues des premiers responsables peut permettre
de pouvoir voir dans la même direction et aussi pour lever les difficultés de coopération, parce que vous n'êtes pas sans savoir que les populations qui existent, qui vivent aussi bien au Mali, au Burkina et au Niger, sont les mêmes populations. Il n'y a que des frontières, entre guillemets, je dirais, artificielles qui ont été créées par la colonisation qui séparent ces peuples-là. Sinon, c'est les peuples qui vivent de part et d'autre de ces trois frontières-là et qui sont les mêmes peuples. On retrouve aussi bien des peuples Bouaba au Mali qu'au Burkina, la même chose au Niger où on a des Gourmachis qui y vivent, au Burkina et au Niger, c'est ça. Donc je pense que cette convergence, cette alliance-là est à saluer et on espère que ça va permettre surtout de lutter contre l'insécurité et de pouvoir permettre aux populations de pouvoir se réinstaller dans les zones occupées par les terroristes. Alors, on sait que le contexte actuel, en tout cas, est assez polarisant, entre guillemets, parce qu'on voit les États de la CEDEAO, il y a pas mal de transitions militaires. De l'autre côté, on a les anciennes puissances coloniales qui semblent décider, en tout cas, à agir autrement, hein, pour ne pas dire qu'on risque d'assister à un recrudescence de ces groupes armés qui sèment le chaos dans cette région-là. Comment, selon vous, ces trois États aujourd'hui peuvent faire en sorte de se défendre, mais aussi de se prémunir contre d'éventuelles campagnes de déstabilisation? Bon, je pense que la posture qu'a prise les trois États, c'est une posture de souveraineté. Et là, je pense que face aux défis et aux périls du chaos qui va s'installer aussi bien au niveau de ces États-là, au niveau des populations, c'était une décision à prendre. Parce que, effectivement, si le Burkina est déstabilisé, ça va se ressentir sur le Niger et vice-versa. Donc, je pense que la convergence de vues est importante parce que c'est bien pour le peuple. Bah, autrement, si il n'y a pas cette convergence de vues au sommet de l'État et que le chaos s'installe, je pense que nos populations seront livrées à des fractions armées et qui vont s'aimer le chaos comme ce qu'on voit en Libye. Et je pense qu'il faut éviter ça. Et donc, je pense que la communauté internationale doit comprendre cet enjeu-là et pouvoir comprendre la position politique de ces trois pays-là. Je pense que du reste, pour le moment, ces pays n'ont pas quitté la CEDEAO. Elles sont encore membres de la CEDEAO. Mais elles ont créé cette alliance. Il y a eu, de par le passé, des alliances de ce genre qui ont été créées avec le Mali, le Burkina, etc., j'allais dire aux premières heures de l'indépendance. Mais cette alliance qui vient de se créer, il faut dire que c'est une alliance stratégique qui va concourir à sauver les populations et à sauvegarder, j'allais dire, le socle même de ces États-là. Parce que si ces États volent en éclats, les autres États ne seront pas épargnés. Que ce soit même le Nigeria, le Bénin, la Côte d'Ivoire, si ces États sont déstabilisés, il va sans dire que toute la sous-région ouest-africaine serait déstabilisée. Donc, je pense qu'il faut comprendre cet enjeu-là pour les accompagner au lieu de les ostraciser et de les condamner a priori. Il y a des choses qui peuvent se négocier au niveau international, mais il faut les accompagner. Si on pense que nécessairement les aspects politiques sont les premiers aspects à mettre en avant pour parler nécessairement de démocratie, certes, la démocratie est importante, mais je veux dire, à l'heure actuelle, la situation, la chose la plus importante, c'est la sécurité. Et je pense que c'est cette vision que ces trois États ont trouvée pour pouvoir se mettre ensemble afin de défendre leur souveraineté. Merci à vous, professeur Alain Cissao. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur
au Burkina Faso. Merci à vous pour tous ces éclairages, un an donc après le début de l'actuelle transition au Burkina. Merci d'avoir été avec nous et très bonne journée à vous, professeur Annessi Sao. Merci bien, M. Baldé. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée, bonne suite de programme sur Média TV.